Merci. Ah, that's the letter. Thanks to you. Merci beaucoup d'être venu Thank you for having me. et d'accepter le principe de cette masterclass. Juste une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les questions des journalistes aujourd'hui? Vous rencontrez des journalistes depuis hier, des journalistes français. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Well, obviously, the mic. Le micro ne marche pas. The mics. John, John. Does mine work? Yes. Well, just to warm it up, I mean, basically, what are the most surprising questions you got today? Because you've met so many French journalists today. The most surprising question. Give me your microphone. I was hoping you were going to ask me the most surprising question of the day. So I'll hand it back to you. Alors, j'espérais que ce soit toi, Jean-Pierre, qui pose la question la plus étonnante. Alors, à toi. Oui, si. Les deux premières vont être très conventionnelles et vous ne pouvez pas y échapper, moi non plus. C'est est-ce que vous vous souvenez la toute première fois où vous avez vu le dessin animé? Et la deuxième question, c'est est-ce que quand on vous l'a proposé, vous avez hésité à accepter, à vous attaquer à ce film culte, souvent même considéré comme un chef-d'œuvre? Well, I mean, obviously this is a conventional question regarding it. I mean, basically, when was the first time you saw the image? And did you hesitate at transposing into the screen as it's cult and considered a masterpiece? I saw it when I was at art college. I think it was a dusty VHS, because it was a couple of years after the release of the anime. And it blew my mind. I didn't really know animation was for adults. It was an incredible world, incredible characters. And then, do you want to translate that bit? I know I always stitch you up with Alors voilà, paragraph. c'est vrai que je l'ai vu effectivement quand j'étais au collège, que j'ai étudié l'art, et je l'ai vu sous forme d'une vieille VHS poussiéreuse, car c'était quelques années après la sortie de l'animé. J'avoue que j'ai été complètement bluffée, car je ne savais même pas que cela existait, des films d'animation pour adultes, ce monde complètement dingue avec ces personnages extraordinaires. And then I first met with Steven Spielberg, who had the rights to the film, and I pitched him my concept for what I would do, and then when I left he said, I'd like you to do it, so then I started to get a bit nervous, and then I was like, okay, now I've got to figure out how to do it. Alors voilà, c'est vrai que la première fois, en fait, j'ai rencontré Steven Spielberg qui avait les droits du film, et je lui ai proposé ma vision, mon concept, et après ce rendez-vous, il m'a dit, là, j'aimerais bien que ce soit toi qui le fasse, et c'est à ce moment-là seulement que je suis devenue très nerveuse. Maintenant, je m'étais dit à ce moment-là, bon ben maintenant, il faut le faire. Vous pourriez résumer ce que vous avez dit à Steven Spielberg? Could you summarize roughly what you told Spielberg to convince him? I told him that I wanted to be true to I wanted to be part of the legacy of the anime. I felt that the direction that they were heading was too far removed from what I felt about Ghost in the Shell. The spirituality and the philosophy was lost, and I wanted to return some of those core ideas back to the film. It's hard because we're making a big film, and for big film you need a lot of money. And a lot of money, you need dumb ideas, and we try to be clever and have the scale, which is difficult. Alors c'est vrai que je lui ai surtout dit que je voulais rester vraiment loyal à l'esprit de ce film d'animation et faire partie en quelque sorte de l'héritage de cet animé. Et je lui ai dit que je trouvais qu'il allait lui aussi dans une direction trop éloignée de l'esprit de ce film d'animation. Moi je trouvais qu'il y avait justement qu'on avait perdu le côté philosophique et spirituel justement du film d'animation, et qu'il fallait revenir à ces idées fondamentales. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on fait un film à gros budget, et bien évidemment souvent il y a des idées moins fines, on va dire, et moi je tenais à ce que justement on parle d'idées importantes, pertinentes, et donc il fallait jongler avec ces deux choses. Qu'est-ce qui était pour vous le plus excitant dans le fait de relever ce défi, et qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir? Well, what was the most exciting in this challenge, and what maybe proved the toughest or the most daunting? It's a complex film because there's just
as far as direction goes and world building, every scene has layers and layers of small ideas, big ideas. So to make sure the vision stretches across the whole film and doesn't feel separate is hard. You know, you can't walk into a location and go, great, we'll shoot here. You have to build every set, every car, every gun, every jacket. So you have to be very detailed in the design and the concept of the film. And then you have to bring the metaphor and the thematics in through the imagery too, so that subconsciously some of the ideas are also in the images, and the ideas are purely visual, not just spoken. Alors voilà, en fait, c'est vrai que c'est un film complexe, surtout en ce qui concerne à la fois le jeu des acteurs, mais aussi le monde que nous devions construire. Car chaque scène du film, vraiment, eh bien, est fait de multitudes de couches où j'expose des idées plus ou moins fines, plus ou moins évidentes. Et il fallait que cette vision traverse tout entier le film et qu'il n'y ait pas de séparation entre le monde que nous construisions, les lieux dans lesquels nous filmions, mais aussi les idées que je voulais évidemment transposer à l'écran. On ne pouvait pas simplement arriver sur un lieu de tournage et dire super, on va construire ici. Non, à chaque fois, il fallait construire tout un monde, construire des lieux, construire des voitures, penser aux costumes, etc. Donc il y avait un design extrêmement détaillé qui répondait justement au concept. Et c'était très important car on voulait, à travers les visuels et les images, eh bien donner vie aux métaphores et aux thématiques du film. Car dans le subconscient, eh bien souvent les idées que je voulais véhiculer se passaient non pas par le dialogue, mais vraiment par l'image et l'esthétisme. Ghost in the Shell est seulement votre deuxième long métrage de cinéma, après Blanche-Neige et Le Chasseur. Avez-vous été surpris qu'on vous propose ces deux projets importants, ambitieux, et qui sont avec des gros budgets, beaucoup d'effets spéciaux, tout ça? Well, I mean, this is only your second feature film after Snow White and the Huntsman. Were you surprised that actually people, producers, have turned to you to helm such ambitious projects? And special effects. And all. Yeah, I mean, I think, you know, I made commercials for 15 years before Snow White and the Huntsman, so I wasn't in a Starbucks in Hollywood and Mr. Spielberg tapped me on the shoulder and went, oh, I bet you could do Ghost in the Shell. So, you know, a lot of these things comes out of meetings too. You know, I think he really liked the film. He'd seen stuff I'd done for Halo, the video game that he really liked. And so we had a dialogue previously. And you know, I presented, the first thing I did when I had that first meeting is I made a graphic novel with 100 pages of images from Standalone Complex, Innocence and Ghost in the Shell. And I wrote a graphic novel really and said this would be my story and this is, you know, some of the ideas that I felt were strong to the film that should remain in there. Alors c'est vrai que d'abord je réalise des films publicitaires depuis plus de 15 ans. Donc ça c'était plus de 15 ans avant évidemment Blanche-Neige et Le Chasseur. Donc c'est pas comme si Spielberg un jour m'avait croisé dans un Starbucks et m'avait tapé sur l'épaule en disant dis-donc ça serait super toi que tu fasses ces films. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de meetings, etc. Et puis il aimait ce que je faisais évidemment dans le monde de la publicité, aussi le jeu vidéo Hello, etc. Et dans le premier meeting quand je suis arrivée, eh bien, je lui ai présenté vraiment un graphic novel tout entier avec à peu près une centaine de pages où j'avais vraiment, je lui montrais, je dessinais, j'avais dessiné tout mon, en fait, mon film en réalité, en prenant évidemment des éléments de Ghost in the Shell, de Innocence, etc. Donc vraiment, je lui ai présenté en quelque sorte, j'ai écrit un roman graphique que je lui ai présenté comme ça avec mes idées. Donc c'était pas juste un hasard. Oh, j'imagine. Est-ce que Ghost in the Shell et Blanche-Neige et le Chasseur étaient le genre de film que vous rêviez de faire quand vous rêviez de faire du cinéma? Well, there's two first feature films, the kind of films you were dreaming of making when you dreamt of actually becoming a director.
Actually, no. I always wanted to make quite small films, and the first film that I wrote was about transients on the railroads of America that I sold to Jeremy Thomas, who produced Sexy Beast and High Rise. And that's kind of where I thought I was going. And then, you know, sometimes you just, a path appears before you and you take it. And I like the idea of the bigger canvas. I like to construct the world. I like to, you know, use my hands, be in the workshop, draw a lot, and create, you know, an immersive experience. So, you know, by default, I ended up here, not by dreams, although I'm very happy with both the films. Alors en fait, pas du tout. C'est vrai que moi, je m'imaginais en tout cas tourner des films plus modestes, peut-être des films d'auteur. D'ailleurs, le premier en fait court que j'ai fait, c'était sur des sortes de vagabonds, sur les routes américaines. Et c'est Jeremy Thomas, évidemment, producteur très connu, entre autres pour Sexy Beast, High Rise, qui avait justement aimé ce projet. Mais c'est vrai que j'aime l'idée de quelque chose de grand, de monde à construire, de choses à dessiner. J'aime être un artisan en quelque sorte, utiliser mes mains, mettre mes mains dans le cambouis, dans la matière, et créer et avoir pour moi aussi et pour mes acteurs une expérience immersive. Donc en fait ce n'est pas un rêve, mais en quelque sorte eh bien, je suis arrivée là parce qu'on me l'a proposé aussi. Est-ce que vous vous souvenez le moment où vous avez compris, réalisé que de faire des films ça allait être votre vie, votre métier Do you remember the time when you suddenly realized that being a director would actually be the course of your life? I actually met, I went to St. Martin's School of Art, but I didn't study cinema at all, so it wasn't really where I was heading. I actually was in America when I met an English director called Tony Kaye, who made American History X, and who was a lunatic, I think it's safe to say, but a very creative one. And he really, after only working on the set as a runner and stupidly going up to him and saying, "Oh, maybe you could move the camera there, Tony," and he looked at me kind of weird and, "All right." And we kind of developed this strange relationship, and then after that job he said, "You should be a director," and that was really the start of the journey. Alors en fait, non, moi j'ai étudié à la St. Martin's School of Art à Londres, et c'est vrai que j'étudiais pas du tout, je ne pensais pas au cinéma à ce moment-là. Mais à ce moment-là, j'ai rencontré aux États-Unis un réalisateur, un gars qui s'appelait Tony Kaye, et qui a réalisé American History X, qui était un dingue, mais un dingue extrêmement créatif. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais son tournage et je lui ai dit, mais tu sais, si tu poussais un peu la caméra et tu la déplaçais, tu m'étais là. Alors, il m'a regardé un peu et s'est construit à partir de là une relation assez étrange, mais très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'idée a vraiment germé et porté ses fruits. Et du coup, comme c'est presque venu, pas de vous, mais de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a des metteurs en scène ou des films en particulier qui ont nourri votre désir de devenir metteur en scène après qu'on vous les suggérait? Well, any films or directors in particular that maybe fed this wish of yours to become, or this journey, to be on that journey? Yeah, I mean, I grew up watching a very varied films, from David Lynch's Elephant Man to a lot of Nick Roeg's films, Don't Look Now, The Man Who Fell to Earth, a lot of Kubrick's work. I'm drawn to visual films, but you know, I can't name, there's so many films that have affected me, and that's really the beauty of the art of cinema, that you just keep finding stuff. It's like, you know, there's such a great library of films out there to draw from, and I've been lucky on this film to work with people whose work I admired and watched, like Juliette Binoche and Takeshi Kitano, you know, who I grew up watching Takeshi's films, like Hanabi and Outrage. It was amazing to finally work with him, and obviously Juliette. Alors c'est vrai que j'ai grandi en regardant des films qui venaient d'horizons très différents, mais j'adorais par exemple Lynch et Elephant Man, ou bien Nick Roeg, évidemment, Ne tombe pas, The Man Who Fell to Earth, et puis bien sûr les films de Kubrick. En fait,
fait, j'ai toujours été attirée vers des films extrêmement visuels. Et c'est ce qui me touche beaucoup d'ailleurs au cinéma en général et la beauté du 7e art, c'est que justement il y a une telle richesse parmi tous les films que l'on peut voir, qu'il y a toujours quelque chose de fascinant. Et j'ai eu beaucoup de chance sur ce film de tourner avec des acteurs ou des actrices que j'admirais depuis longtemps, dont Juliette Binoche bien sûr, Kateshi Kitano, dont j'avais adoré Atabi, enfin tous ces films. Donc c'est vrai que ce sont des influences aussi. Ghost in the Shell est un projet très ambitieux et très spectaculaire qui nécessite l'intervention de beaucoup de personnes, des directeurs artistiques, des designers, un directeur de la photo forcément, mais beaucoup d'intervenants. En plus, c'est vraiment une grosse machine. Comment on se sent quand on est directeur, quand on est metteur en scène, pour être sûr que c'est son film à soi? Est-ce que, didn't you feel like a Ghost in the Shell? You know, it's a very ambitious film, obviously, with lots of artists involved. We're talking 3D specialists, technicians, art direction, etc. I mean, how do you do with this mass of people around you to do the film? How did you make the film your own? And did you sometimes feel somewhat a ghost in the shell of the film? Quelle est votre marge de manœuvre, en fait? In a way, how free are you when you are in such a machine? It's a difficult question. I mean, I work with people who I've worked with for many years. Jess Hall, my director of photography, we went to art college together. My editor I've worked with for 20 years. Jan Rolfs, my production designer, I only recently met. I've worked with him in commercials. But, you know, it is a big film, but the bizarre thing is that we spend most of our time around the kitchen table working, you know, in New Zealand in an abandoned paint factory. It's really not very glamorous, and half of the people, you know, on the credit list you don't see because they're all doing rotoscope work, and so the actual unit, it's kind of not dissimilar to an independent film, really. You know, it was just driving here, it's quite funny to see all the posters for Ghost in the Shell around the city. And like, God, if only they knew, you know, where we had been with this, on this journey, you know, it's... I think it's about creating a creative family around you and a short cut language so that you understand each other and you trust each other. A good friend of mine, a French visual effects supervisor I worked with for many years, described it very well that as a director you are holding a massive sphere, but you can only see the front face of the sphere, so you need people all around you to hold other sides of it so that you can then see around the edges and see the full object. Alors c'est vrai, c'est une question difficile, mais j'ai travaillé par exemple sur ce film avec Jess Hall, avec lequel j'avais déjà commencé. J'étais à la fac ensemble, mon monteur, même chose, ça faisait 20 ans que je travaillais avec lui. Donc c'est vrai que c'est un grand film, comme vous le dites, un film ambitieux. Mais bizarrement, une grande partie du travail, eh bien, on peut dire, se déroulait en quelque sorte autour de la table de cuisine, c'est-à-dire à faire des discussions. Il y avait ce côté, vous savez, on travaillait beaucoup dans une usine de peinture désaffectée, donc il n'y avait rien de glam hein, là-dedans. C'était vraiment, on était dans la rotoscopie, dans le détail. Et en fait, on avait un sentiment presque d'être sur un film indépendant. D'ailleurs, on voyait tous les gens à Wellington dans les rues, on les croisait, on était toujours en train de se demander voilà où on en est dans le film, etc. Donc je crois qu'il s'agit moins d'un film ambitieux que d'un film où il fallait créer une famille d'artistes, où justement on avait entre nous une sorte de langage presque raccourci, on se comprenait immédiatement et surtout il fallait instaurer une confiance. Comme le disait si bien un de mes amis français d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui est un grand spécialiste des effets spéciaux, eh bien, un réalisateur, c'est un peu quelqu'un qui est devant en fait une sphère dont il ne voit finalement qu'une partie. Et donc, il lui faut des gens autour de lui qui lui indiquent comment visionner et voir le monde entier et non pas juste la partie de la sphère qu'il contemple et qu'il peut voir. Blanche-Neige et Le Chasseur et Ghost in the Shell sont d'une certaine manière deux films de commande. Comment vous vous les appropriez?
De quelle manière vous les faites comme si c'était presque des œuvres personnelles? Well, in a way, I mean, this Snow White, but also Ghost in the Shell are very, I mean, as we said, the films that were brought to you. How do you make them personal in a way? What's your vision, your personal vision, that make it your own? I think your vision is in every facet of the film. You know, you creatively make decisions very instinctively that you can't write down. This is my vision for the film. It's just that's how you see things. I think, you know, for instance, with Ghost in the Shell, I really wanted it to feel real, authentic. I wanted to be immersed in the world. So we built 90% of the film in camera. We did a lot of special effects, prosthetics, animatronics. We worked with Weta Workshop, designing and building miniatures. The shelling sequence that opens the film, we built the entire skeleton. We pulled it in and out of white liquid. So the film feels, I think you feel more involved in the film because you don't get blinded by visual effects. There is visual effects in there, but they're more additional than being just visual effects. So to me, the character stories feel stronger because they inhabit a real world. Alors en fait, c'est vrai que on n'est pas. Ce qui est important, c'est que sa vision, ma vision en tout cas, était dans chaque facette et aspect du film. Créativement, je crois qu'on prend toujours des décisions qui sont instinctives. On n'est pas en train de dire c'est ma vision, etc. C'est vrai que ce qui m'apportait dans Ghost in the Shell, c'est qu'il y ait ce sentiment d'être dans l'authentique, d'être dans le réel. Et c'est vrai que nous avons construit à peu près 90% en quelque sorte des sets, etc. Alors oui, bien sûr, il y a le travail extraordinaire de Weta. Les animatrix, des effets spéciaux, les constructions miniatures, par exemple la scène d'ouverture où il y a ce sorte de liquide blanc comme ça qui émerge, bien sûr, mais je crois que ce qui était très important, c'est de ne pas avoir des effets visuels qui soient là simplement pour être là. C'est une touche en plus. Mais ce qui était important, c'est que l'on sente que c'était avant tout une histoire de personnages qui sont là, qui sont dans le réel, ce qui nous permet justement cette immersion totale dans l'histoire. Justement, vous parlez du bain de liquide blanc. Ce qui est amusant, sans forcer le rapprochement de manière trop artificielle, mais alors que ce sont deux histoires très très différentes, des scénaristes différents, on ne peut pas s'empêcher de trouver quelques échos entre Blanche-Neige et Ghost in the Shell, ne serait-ce que ce bain blanc qu'elle prend et qui évoque celui de Charlize Theron dans Blanche-Neige, là elle descend au lieu de monter. Et même dans les rapports entre les personnages, je trouve que les rapports entre Blanche-Neige et Eric, et là entre le Major et Patou, c'est un peu de la même nature, entre amour, amitié, complicité, voilà. Et même les rapports entre fascination et presque incestueux entre la Reine-Mère et Blanche-Neige, et là entre le Major et Couzé, je trouve que c'est un peu de la même nature. Est-ce que c'est un pur hasard, ou est-ce que inconsciemment c'est peut-être ça qui vous a porté vers ces deux films, enfin de faire les deux films? All right, I'll try to summarize. There's some echoes apparently between Snow White and the Huntsman and Ghost in the Shell. You were talking about a sort of milky bath. Well, it's sort of reminiscent of the milky bath at Charlize Theron. I mean, it's upward or downwards. Also in terms of relationships, Snow White and Eric, Major and Batuu, love, friendship. And between the Queen Snow White, like Major and Coos, there's sort of a fascination, almost incestuous thing. Was it pure coincidence, or are there actually themes that drew you? People in white liquid. Il y avait noyé ces personnages dans un bain blanc. Yeah, so it's interesting. I hadn't actually thought about the connections, but someone said today actually that Juliette Binoche and Major was kind of similar. You've got two kind of strong female leads. I think, you know, what I am very proud of Ghost in the Shell is that
it's a big masculine action film led by a very strong and intelligent woman, and I think there are too few films like that. And I think Scarlett delivers a performance that is really compelling. I think the great thing about the female lead is that you get in her case you get the action, the violence, but also you get the emotion and the empathy. I think stronger than you would if it was a male lead. So I'm definitely drawn to heroines and drowning people. And drowning people, all right. Alors, question intéressante, parce qu'en fait, je n'avais jamais pensé à ça en ces termes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a même dit qu'il y avait une similarité en quelque sorte entre Juliette Binoche et le rôle de Major, parce que finalement, sont toutes les deux des femmes, des héroïnes fortes qui portent le film aussi. Et je suis très fière que finalement d'avoir fait un film extrêmement masculin, un film d'action, et qui pourtant est porté par deux femmes fortes et intelligentes. D'ailleurs, Scarlett, à ce propos, enfin, a une puissance de jeu absolument extraordinaire, et je trouve que c'est génial finalement de faire des films où les femmes portent les rôles principaux, parce que vous avez à la fois l'action et la violence, mais en même temps l'émotion et l'empathie que vous avez plus que si justement il s'agissait d'hommes et de héros qui portent le film. Donc oui, je suis définitivement attirée par les héroïnes fortes et par les noyades, par les héroïnes dans des bains, les deux. De tous les thèmes qu'aborde Ghost in the Shell, que ce soit la frontière entre l'humanité et la technologie, la différence entre l'esprit et le corps, la quête d'identité, le passé et les souvenirs comme importants pour le destin d'un personnage, quel est celui qui vous est le plus personnel et qui vous touche le plus? Well, there are many themes obviously in Ghost in the Shell. I mean, we're talking humanity versus technology, the difference between the frontier between body and soul and mind, the identity quest, the importance of the past or memories that forge us. Which theme to you are maybe the most important or maybe the most personal to you? I'm very interested in how previously the landscape has evolved us as humans. You know, we developed the way we are because of how we lived and where we lived, and now going forward we have the opportunity to evolve ourselves. And I think we're on a cusp where technologies are being developed that really there's no kind of foresight control. People aren't marshalling, they aren't regulating how AIs are developed. I was talking to someone about self-driving cars, where the system software in a car crash will sacrifice the life of its owner to save hitting a car that has 5 people in it. Or in a car crash with an older person and a younger person, the younger person would survive. Therefore, I'd imagine there's also, if you're in a Porsche or a Volkswagen old bug, you know, then you're going to get killed and the BMW will survive because you're more wealthy. So there's definitely, you know, there's a great hope and excitement for technology in the future, but also there are things that need to be parented. I think Stephen Hawking said it very well. He said that AI is humans' greatest but last achievement. It's much easier if we were all cyber enhanced. Yes, you know, it would make my life easier right now to have a sort of memory enhancement. Alors c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont nous avons évolué. L'homme auparavant et l'humanité évoluaient finalement en dépendant finalement de la façon dont ils vivaient, même du lieu où ils vivaient. Aujourd'hui, c'est très différent. Nous évoluons par nous-mêmes, en quelque sorte, et par la technologie qui se développe. Mais ce qui est intéressant et inquiétant, c'est que ces technologies qui se développent, eh bien,
se développe finalement sans une réelle vision sur le long terme et sans un contrôle. Il n'y a pas de règles, par exemple, qui aujourd'hui puissent un peu définir comment développer l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, il y a des voitures aujourd'hui, vous le savez, qui s'autoconduisent sans conducteur. You mentioned Tesla, enfin les Tesla par exemple. Et c'est vrai que leur logiciel interne, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez causer un accident et que vous êtes seul au volant et qu'en face de vous arrive une voiture où il y a 5 passagers, eh bien le logiciel va décider que c'est vous qui allez mourir plutôt que de sacrifier 5 autres personnes. Ou bien par exemple, s'il y a un accident et qu'il y a une personne plus âgée et une personne plus jeune qui sont impliquées, eh bien c'est la personne plus âgée qui va être sacrifiée. Ou imaginez, certains conduiront des Porsche et d'autres par exemple une Volkswagen coccinelle, eh bien ce sera la Porsche ou la BMW qui elle survivra parce que eh bien c'est un propriétaire plus riche. Donc tout ça est quand même très troublant. Alors je crois qu'évidemment les technologies sont porteuses d'espoir et il y a quelque chose d'excitant par rapport à ça. Mais en même temps, on a un véritable besoin de les contrôler, de les comprendre et de les entourer. Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence artificielle est probablement la plus extraordinaire, mais aussi la dernière des réussites humaines. Vous parliez de Scarlett Johansson tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'elle est l'interprète idéale du Major? Well, obviously we're mentioning Scarlett Johansson. Why was she, to you, the absolutely ideal Major? I think she is very much the embodiment of cyberpunk. I think some of the films that she's made really defined that generation from Lost in Translation to Under the Skin to Lucy to Her. She really feels to me like she has that edge. She's also an incredibly strong actress. She's very powerful in flight, in action, but also she's incredibly emotional, empathetic, emotive. This performance is very difficult because she can't use her body like an actor has loads of tics they can use. They can smoke, they can eat an apple, they can hold a walking stick. She can do nothing. So everything has to come from within. And that's a very hard thing to pull off for an actor. And I think she does it amazingly well with seeing so much conflict beneath her, but not acting it so much through her body. She was really restrained in her performance, but I think she delivered something very exceptional. That's true. Alors, pardon. Je crois que c'est vrai qu'elle représente, en tout cas pour moi, elle est très représentative un peu de cette génération des cyberpunks, vraiment. Et d'ailleurs, les films qu'elle a faits, que ce soit Lost in Translation, Under the Skin, Lucy, etc., Her, bien sûr, eh bien, sont complètement emblématiques de cette nouvelle génération. Et on sent en elle qu'il y a quelque chose, il y a une forme de puissance entrée. C'est une actrice d'ailleurs très puissante dans l'action, mais également dans l'émotion. Et c'était un rôle extrêmement difficile, celui de Major, parce que finalement, elle ne pouvait pas utiliser son corps, comme souvent de façon traditionnelle le font les actrices ou les acteurs. Ils peuvent fumer une cigarette, ils peuvent manger, croquer dans une pomme, peu importe. Alors que elle devait rester dans l'intériorité, dans un jeu complètement subtil. Donc c'est très difficile pour une actrice, parce que elle devait montrer le conflit qui l'habitait, son conflit intérieur, uniquement à travers vraiment son regard, autre chose. Donc il n'y avait pas la physicalité qui pouvait l'aider. Et en cela, je trouve qu'elle a fait un travail absolument remarquable. Juliette Binoche, ce matin, disait que vous avez d'abord dit non, quand vous lui avez proposé le film, et que vous êtes revenu 3 fois pour la convaincre. Pourquoi vous teniez tant à elle? This morning, Juliette Binoche said that first she said no to you, and you came back 3 times. I mean, why did you want her so bad? Yeah, she did say no a lot, actually, in hindsight. But I got her in the end, and that's all that counts, really. You know, once you get someone stuck in your head and say that is the person I want for the character, it's very hard to go away. And I knew that I would be able to get her. I just I knew what I had to do to get her.
she really helped bring a heart to the film in that character that wasn't there before. Originally it was written as a man, but I felt it was more important that the birth of the Major, the scientific birth, should be a maternal figure. And I didn't want to cast, you know, there's always a list of, oh, these are the people you must cast. And I really wanted to work with someone who I admired greatly, and Juliette I just felt was unique, and she hadn't done this kind of film that much, and that's why I relentlessly chased her. Alors en fait, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup dit non, mais à la fin je l'ai eu et finalement c'est ce qui compte. Mais vous savez, c'est très difficile une fois qu'on a un personnage ou un acteur en tête pour un personnage, mais c'est très difficile de renoncer à cela. Et je savais au fond de moi que j'allais la convaincre. Je me doutais des façons qu'il fallait faire, et puis je trouve qu'elle a surtout amené à ce personnage, elle a quelque chose de... Elle y a mis beaucoup de cœur et d'émotion, parce que vous savez qu'au départ, ce personnage, eh bien c'est un homme, et j'ai voulu que ce soit une femme, et Juliette en particulier, parce que je trouvais qu'il était tout à fait normal et intéressant que la personne qui finalement lui donne vie, même si c'est une maternité scientifique, eh bien, que ce soit une femme qui donne vie à ce personnage. Et puis surtout, je ne voulais pas non plus aller dans le dictat des acteurs ou des actrices qu'il faut absolument engager. Moi, je voulais engager des gens que j'aimais, que j'admirais depuis longtemps, et Juliette en faisait partie. Elle est absolument unique, elle a amené beaucoup de choses à ce personnage, et en plus, comme elle n'est pas une habituée de cet univers de science-fiction, c'était encore plus intéressant pour moi, et je crois pour elle. S'il y a des questions dans le public, vous êtes les bienvenus. Monsieur, on va vous passer un micro, je pense, peut-être pas. Dites-le et puis je répéterai. Si, voilà, il y a un micro qui arrive. Hi, I really think first congratulations, because I think it's a really beautiful movie, visually amazing. And I was curious about this. Generally, Hollywood is expecting for this kind of movie to turn them into successful franchise. And I'm curious, because this film looks so personal, I think, even what you said about it, it looks really, really personal. Are you interested in that kind of thing? Like maybe you have like some plans of doing sequels about that, or is it something that's... Yeah. Franchise, we're talking franchise. Yeah, no, I think, you know, the film, like you say, firstly, thank you. The film, like you say, it's not a normal film. I mean, it's a Hollywood film, but none of us are from Hollywood. The money's from Hollywood. Thank you, Hollywood. But we made a personal film, you know, and hopefully, I just feel that so many times I leave a cinema and I leave with nothing but a bit of popcorn on my trousers. I don't remember much about the film. I was distracted by amazing visual effects, but I just don't feel anything. And I was hoping with Ghost in the Shell that you would leave, you know, I don't see why emotional films and films that are spectacular looking should be separate. I hope that you can find films that people see, take things from differently, but I just want to leave, you know, Ghost in the Shell, when I first saw it, really haunted me. The images, ideas stayed with me, and I hope that we have been successful in continuing that kind of legacy, I guess. Yeah, you did. Alors, I like you very much. D'abord, merci, hein, il vous aime beaucoup. D'abord, oui, effectivement, comme vous disiez, c'est vrai que ce n'est pas un film, disons, normal dans les codes d'Hollywood. Et d'ailleurs, c'est un film qui a été fait avec des gens qui ne sont pas vraiment eux-mêmes, qui appartiennent au monde d'Hollywood. Mais merci Hollywood pour le budget et l'argent. Mais c'est vrai, on a fait un film, je crois, très personnel. Et souvent,
lorsque je quitte une salle de cinéma, eh bien, je suis assez déçue parce que je ne me souviens de rien. Alors oui, je me souviens qu'il y a des effets visuels parfois magnifiques, mais en gros, il me reste surtout des traces de pop-corn sur mon pantalon, ma veste. Et moi, j'ai envie de me dire que lorsque l'on quitte une salle de cinéma aujourd'hui, on peut à la fois être dans le spectaculaire, le spectacle, mais aussi être dans l'émotion. Je ne vois pas pourquoi les deux seraient antinomiques. Et j'espère que justement, on va de plus en plus aller vers des films qui auront ce mélange d'intime et de spectaculaire, d'action et d'émotion. Et je me souviens d'ailleurs que la première fois où j'ai vu le film original, le Ghost in the Shell, eh bien, les visuels et les images m'ont hanté très très longtemps. Et j'ai envie, j'espère, que mon film aussi, eh bien, vous offrira ou vous a offert ce mélange d'intime, d'émotion et de spectaculaire. D'autres questions? Monsieur, non? Après derrière. Bonsoir, moi je vais le faire en français. Déjà, merci pour avoir respecté la fidélité du film, enfin, le film original. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait le teckel qui apparaissait dans le film. Et je me suis toujours posé la question, quelle était sa signification. Et du coup, je voulais savoir s'il y en avait une pour vous, c'était juste un clin d'œil au film original. Alors, first of all, thank you very much, and thank you for being loyal to the spirit of the original Ghost in the Shell. There's one question, a very important one. We spotted the tackled dog, and we want to know if it was intentional, what you think it means or it meant, and if it was just sort of one of the few homages you're paying to the original. It's a Batu's dog. Yeah, it's the Tekel, I don't know, but it's the dog, you know, that Gabriel's dog. Gabriel's dog, exactly. We actually tried to get, Oshi has these dogs, and we tried to fly them to Hong Kong where we were shooting, but they didn't have a passport. So we thought it'd be great to have Oshi's real dog in the film, and he was very excited about bringing his dog. Sadly, bureaucracy got in the way. But yeah, in answer to your question, you know, fans of the manga and the Innocents will see the dog. He also appears in the cityscape a couple of times. So he's a little Easter egg. There's a few things in the film that people who really know and love the source material will find. Alors c'est vrai qu'on avait même pensé à un moment faire venir à Hong Kong les chiens, les vrais chiens de Oshi. Et lui, il était comme un fou, il adorait l'idée. Malheureusement, on n'a pas pu, il n'y avait pas de passeport en quelque sorte pour les faire venir à Hong Kong. Et donc la bureaucratie s'est interposée entre mon désir d'avoir les vrais chiens et le fait qu'on ne pouvait pas les avoir. Mais c'est vrai que les fans de la manga, etc., vont reconnaître évidemment des passages dans Innocence, dans le Cityscape, etc. Et il y a beaucoup, enfin il y a quelques clins d'œil dans mon film qui, je pense, tout simplement feront sourire et plairont aux fans manga, bien sûr. Monsieur, voilà, après mademoiselle. Après, je ne sais pas si on... Ah, là-bas. Bonjour, je vous remercie pour ce film. On sent que vous aimez l'œuvre originale. Vos deux films passent haut la main le test de Bechdel. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un objectif pour vous de faire des films où les femmes sont très importantes dans l'histoire? Excusez-moi, j'ai Le test de quoi? De Bechdel. C'était dans le magazine Le Beau Monde du mois dernier. On dit que... Excusez-nous, on va essayer. Okay. Donc dans ce test, il faut voir est-ce qu'il y a deux femmes qui se parlent dans le film, est-ce qu'on les connaît, et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un héros masculin. Don't try. I'm not trying. I failed you, I'm sorry. Désolé, je ne comprends absolument pas. Juste saute le test de... Voilà. Comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas un film vraiment hollywoodien. Il y a beaucoup de films hollywoodiens où il n'y a pas beaucoup de femmes connues qui sont importantes dans le film. Et ces deux films qu'il a fait, Blanche-Neige et Le Chasseur, et dans celui-là, voient donc des héroïnes fortes qui sont très importantes pour les films. Et je voulais savoir donc si c'était un hasard ou est-ce que
c'est quelque chose de très important pour lui de mettre les femmes en avant. Ah ben, je crois qu'il Il a un peu répondu tout il a à l'heure. répondu très largement, mais... Pas pour Blanche-Neige. Ah oui, pas pour Blanche-Neige. Ok. I stand humbled. I mean, basically, it's true, as you mentioned earlier, that it was important for you in Ghost in the Shell, like to have very strong female protagonist. What about Snow White and the Huntsman? Was it also the case you absolutely wanted to have strong female protagonists? Well, Snow White, that's really the story, so that was kind of inherent to it, and the same with the Major in Ghost in the Shell. I mean, I wasn't like actively, I won't make a film with a strong male lead. They just, again, the path in front of me just happened to be two films that were led by women. So yeah, I think they chose me rather than me choosing those journeys. Oui, alors en fait, c'est vrai que les sujets de ces deux films s'y prêtent, parce que Blanche-Neige, évidemment, sont deux protagonistes femmes, et puis ici, évidemment, Ghost in the Shell aussi. Donc c'est pas forcément une volonté affichée, même s'il a dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il aimait avoir des femmes fortes comme héroïnes, mais c'est les sujets même des films, si je puis dire, qui amenaient cela. Il y avait une question, Mademoiselle. je crois. Voilà. Good evening. Good evening, Mr. Robert. My name is Lily. Really nice to meet you in Paris. I would like to know what is the most clever thing you've done for this movie. What is the most? Most clever thing. Clever. The smart. I'm glad you think there's anything clever in that. D'abord, très content que vous trouviez qu'il y ait quoi que ce soit d'intelligent dans le film. Well, I only finished the film on Friday last week, so I haven't been congratulating myself on my cleverness this week. I've been talking about the film to people, but I don't know, I think the cleverest thing I've done on the film is to hire clever people around me who you know, help me achieve a very complicated vision. Alors en fait, d'abord, merci bien sûr, mais vous savez, j'ai littéralement voilà, mis la touche finale au film vendredi dernier, et c'est vrai que je n'ai pas passé beaucoup de temps à me dire, là là, c'est super, t'as fait un film intelligent, mais je crois que là où j'ai eu une certaine forme d'intelligence, j'ai eu l'intelligence de travailler et de convoquer sur ce film des gens extrêmement intelligents qui m'ont évidemment aidé à mettre en œuvre et en image, évidemment, un projet aussi complexe. On fait signe qu'hélas, le temps qui nous était imparti est terminé. Je vais juste poser, c'est un privilège, pardon, la dernière question. Last question. Il y a très longtemps, le quotidien français Libération avait posé la même question à tous les cinéastes du monde entier, qui est une question très simple, c'est pourquoi filmez-vous? Si je vous la posais aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez? Many years ago, French newspaper Libération asked to worldwide directors really one simple question: why are you filming? Why are you a film director? What would you answer us today? I'm a terrible plumber. Je suis un plombier assez nul. I think, you know, the beauty of filmmaking to me is that it combines so many things that I'm passionate about. As a filmmaker, you work with musicians, you work with sculptors, you work with actors, you work with poets. You know, I guess I was scared of choosing one art form, so I chose one that had everything, and I've been very lucky. I've traveled the world, I've worked with people all across the world, you know, very talented. You know, I've been up glaciers, I've been down sewers, I've been in aircraft, I've been dangling out of helicopters. It's an incredibly fortunate position. And I think, yeah, really the collaboration is what I like. I mean, they call us the circus, you know, we travel together, we live out of suitcases, we move from project to project, and actually my first AD didn't have a house until he was 41, because he'd just go from film to the airport, film to the airport. So it's a traveling life, but it's a wonderful life, and I'm very lucky to have landed here. Thank you. Alors c'est vrai que
la beauté, je crois, de ce métier de réalisateur, c'est que, en tout cas pour moi, c'est qu'il réunit finalement toutes les choses qui me passionnent. La musique, la sculpture, les acteurs bien sûr, les poètes. Je crois que finalement, j'ai eu un peu peur d'aller dans un seul chemin bien tracé, qui serait une seule forme artistique, d'expression artistique. Alors finalement, j'ai choisi l'expression artistique, le 7e art, qui les réunit toutes à mes yeux. J'ai eu la chance, grâce à ce métier, de voyager de par le monde, de rencontrer des acteurs, mais aussi des artisans extrêmement talentueux. J'ai été en haut de glaciers, j'ai été dans des égouts, je suis montée dans des hélicoptères. En gros, j'ai eu beaucoup de chance. Et je crois que essentiellement, ce qui me plaît dans ce métier, ce qui me définit pour moi, c'est que c'est une œuvre de collaboration. Je me sens toujours comme une troupe de cirque. On voyage, on a des valises partout, on va de projet en projet. Et je me souviens d'ailleurs de mon premier assistant réalisateur qui a eu enfin sa première maison à 41 ans, parce qu'en fait, il voyageait de projet en projet, de film en film. Donc je suis extrêmement chanceux et je me sens extrêmement reconnaissant à la vie, car grâce à ce métier, eh bien, j'ai une vie formidable. Et ce soir, je suis devant vous. Thank you very much. Thank you very much for coming.